Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. C'est notre auteur chouchou à Radio CHU, Derek Moon, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau dans mon émission pour son dernier roman, Vanité aux fruits. Dans ce roman, sa plume glisse au fil des saisons, fine, sensible et délicate, saisissant les moments fragiles de l'existence. Son ironie parfois cruelle, comme celle de la vie, égratigne sur son passage les personnages de son roman. C'est comme une peinture que l'auteur a écrit par petites touches, un roman qui se lit sur un air de mélancolie. Beaucoup d'élégance, de pudeur aussi dans ce dernier roman de Derek Moon. Bonjour Derek Moon. Bonjour. Vous étiez venu à Radio CHU pour votre livre précédent, Un paysage ordinaire. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler, comme on l'a dit, de votre dernier roman Vanité aux fruits, paru aux éditions Lire des Marges. Vanité aux fruits, c'est un titre plutôt surprenant. Je ne sais pas, surprenant. Vanité aux fruits, c'est un... C'est vous qui l'avez choisi ? C'est moi qui l'ai choisi. C'est un équivalent littéraire d'un tableau d'Archimboldo. Donc, c'est une vanité, une sorte de nature mort avec quelques références à la futilité de la vie, la mortalité. La vanité, c'est une caractéristique plutôt humaine. Pourquoi l'avoir associée aux fruits, justement ? Dans la peinture, les vanités, il y a souvent des fruits dans les natures mortes. Les fruits, ce sont des choses qu'on consomme toute notre vie d'une façon plus ou moins sans réfléchir. Donc, il y a beaucoup de pommes dans les livres. Les pommes, ça, c'est un fruit plus ordinaire. Il y a des fruits plus exotiques. Mais, oui, il y a tout un défilé de fruits dans votre roman. On va reparler. Il y a différents contextes, oui. Donc, les fruits, ça me semble une bonne façon de structurer l'histoire, s'il y a vraiment une histoire. Et bon, j'aime beaucoup la peinture aussi, donc ça fait un côté visuel qui accompagne le texte. Oui, on voit défiler les fruits au fil des saisons tout le long de votre roman. Et justement, à propos de votre roman, c'est quoi l'histoire en quelques mots de ce roman ? C'est compliqué à dire en quelques mots. C'est un homme qui, à un certain moment de sa vie, fait une sorte d'autoportrait. Il y a des événements qui l'ont fait changer d'orientation dans sa vie. Il arrive à un point où il doit faire un choix. Il fait un choix paradoxal. Et donc, pendant une nuit, la plupart du livre, ça passe dans une nuit, même s'il y a 3 temps qui couvrent toute sa vie, plus une année d'événements dans sa vie. Et dans le temps est important dans votre roman. Le temps, oui. Le roman a son propre temps, comme chaque roman. Et Bien sûr. Donc oui, pendant cette nuit, il va faire une sorte d'autoportrait, comme un tableau d'Archimboldo, composé de fruits. Donc à partir de chaque fruit, il va explorer les souvenirs, des sentiments, des sensations qui viennent avec ce fruit. Donc c'est le moment du choix pour cet homme, hein, comme vous le dites, une sorte d'autoportrait à un moment donné de sa vie. Mais je pense que ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman ? Quel a été le déclic ? Comment c'est venu ? Quels sont les secrets des écrivains ? C'est un secret même pour moi. Hein. Quand un livre est terminé, c'est difficile de savoir d'où est venu. Je ne sais pas exactement la vraie origine. Il y a plusieurs choses. La peinture, les natures mortes, donc les tableaux, les fruits, les pommes de Cézanne, par exemple. La peinture vous inspire. Après, la vie ordinaire, qui est un peu une continuation des thèmes de mes nouvelles, le livre précédent, Un paysage ordinaire. Donc là, c'est des petits événements, les petits moments d'une vie. Là aussi, dans les nouvelles, il y a déjà la peinture, des visites d'un musée, des expositions. Donc là, ça réunit plusieurs thèmes pour faire un texte plus important,
approfondie, je crois. Alors c'est un roman qui est écrit à la première personne, je. Le personnage principal donc est marié à Nathalie et ils ont une fille Camille. Quelle est la relation entre ces trois personnages principaux ? C'est peut-être une des choses qui n'est pas trop explicitée dans le livre. C'est un livre qui a beaucoup d'ellipses et qui a beaucoup de non-dits dans le livre. Tout à fait. C'est très fin. C'est une famille ordinaire. Je crois qu'ils se sont attachés mutuellement. Il dit à un moment qu'il aime sa femme, il aime sa famille. Mais il est aussi dans un contexte de travail, de difficultés. Comme beaucoup de monde maintenant, même les gens qui sont très proches, ils se sont séparés aussi par les choses qu'ils sont obligés de vivre, le stress de la vie qui les entoure, les pressions du travail. Il y a souvent quelque chose qu'on ramène à la maison qui ne devrait peut-être pas être à la maison, qui dénature nos relations. Vous dites d'ailleurs à propos de ce personnage principal qu'il a oublié d'être curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que justement, il a été envahi par ces priorités que la société impose, de gagner sa vie, de penser tout le temps les besoins financiers, de travail. Et donc il a oublié des choses peut-être de sa jeunesse, de ses études, la musique, l'art, les peintures, de lire peut-être. Il y a beaucoup de gens qui disent bon, j'aimerais bien lire plus, mais j'ai plus le temps. Ils ont plus le temps d'aller au cinéma. Ils ont fait ça, on garde en tête les noms des artistes, mais oui, ça passe au deuxième plan et c'est toujours là, mais oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les gens disent souvent, je le ferai quand je serai à la retraite. Oui, voilà. Ce qui est très triste, je trouve. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens ont tendance à s'oublier, justement, et à attendre peut-être qu'un jour viendra où ils pourront faire ce qu'ils voudront ? Oui, sûrement. C'est difficile parce que, c'est vrai qu'il faut gagner sa vie. On est dans une société où c'est très difficile et de plus en plus... On est noyé par nos obligations, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on est contraint par beaucoup de choses et on voit aussi l'âge de la retraite qui recule de plus en plus loin. Donc, l'âge de la retraite recule, ça passe. Donc oui, les gens s'oublient, mais c'est difficile de se trouver dans cette société maintenant. Et puis pour en revenir aux fruits, donc, on va souvent au marché, c'est ce que j'ai noté dans votre roman. C'est un véritable monde sensoriel, les couleurs, les touchers, les goûts, les dégoûts aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu communiquer à travers ces balades, toutes ces balades sensorielles ? Est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que c'est le personnage ? C'est toujours un peu de tout. Hein. On est partout dans ce qu'on écrit, mais si on n'est pas présent très distinctement. Les fruits sont là en plusieurs formes. Il y a des fruits en boîte, il y a des fruits qui viennent du supermarché, mais aussi les marchés. Et les marchés, surtout, il y a la framboise plutôt, où il y a des relations, le melon aussi, où il y a une relation humaine avec le fruit et les personnes qui vendent le fruit aussi. Donc, il y a toutes ces nuances par rapport aux fruits et les contextes où on les achète, où on les mange. Hein. Oui, vous dites d'ailleurs de la fraise, on l'aime d'office, la chair rouge, rose, blanchâtre est une cicatrice qui ne ferme pas, une enfance trop brève, à jamais inachevée. C'est très 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 beau. Et des fruits qui sont au final assez, je trouve, hein, vous allez peut-être le confirmer ou pas, personnalisés. Hein. Vous dites aussi la pêche est fragile, elle se blesse facilement. Est-ce que vous avez voulu personnaliser vos fruits, effectivement, et pourquoi personnaliser chaque fruit correspond à quelque chose pour lui. Il y a des fruits qu'il aime moins, il y a des fruits... Les pêches, c'est vrai que ça se garde
très, très mal. Là, on voit les pêches un peu abîmées, ce qui va très bien dans un tableau d'une vanité où il y aura ce point de moisissure ou quelque chose. Donc oui, il y a des pêches aussi. C'est une fruit qui peut être très très bon et qui peut être très très mauvais. Hein. Il faut avoir beaucoup de goût. Il y a beaucoup d'attente avec ces sauces. Oui, c'est ça. Il y a à la fois la beauté, comme je disais tout à l'heure, le goût, le dégoût, le toucher, beau, la peau d'une c'est pêche, ça, c'est très agréable. Mais après, il parle aussi des pêches en boîte de son enfance. Il y a des pêches, des différents contextes, des différentes façons que les fruits se sont introduits dans sa vie. Il y a plusieurs moments où il va manger le pêche, ça va évoquer différentes choses. Mais là, pour cette nuit, oui, il fait un résumé de tous ces pêches. Donc ces pêches sont où chaque fruit, ça ressemble à une partie de lui. C'est une partie de ses idées, ses sentiments, ses sensations. Alors pour rester dans les plaisirs gustatifs, je vous propose maintenant, chers auditeurs, une mise en bouche, un petit apéritif avec la lecture du début du roman. Je rentre pour la dernière fois. Je suis autant des dernières fois. Je bouillonne de l'excitation infantile des veilles de vacances, cette anticipation qui contient déjà tous les souvenirs. Je suis comme une toile à prêter. J'allais faire quelque chose, j'ai oublié quoi, autant commencer là, tout de suite, debout, dans la pièce en bas. Des raisins donc. J'avais fait une liste, mais... I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror. Nous sommes toujours en compagnie de Derek Moon pour son dernier roman Vanité aux fruits. Vous avez choisi I Be the Mirror de Velvet Underground. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. I Be Your Mirror. Pourquoi cette chanson, Derek? Cette chanson, il y a 3 chansons dans le livre, qui a référence à 3 chansons dans le livre. Donc, celle-là, pour 2 raisons. D'abord, au niveau du fruit, il y a la pochette, la banane de Warhol sur l'album de Velvet Underground. Et cette chanson est sélectionnée pour une exposition dans le livre qui parle du double. Et l'idée de double est présente un peu dans le livre, avec l'idée d'un miroir. Le personnage, comme j'ai dit, il fait une sorte d'autoportrait comme un tableau d'Archimboldo. Il a une carte postale avec un portrait d'Archimboldo qui aussi dit à un moment, c'est comme le miroir maintenant, hein, pour lui. C'est une façon de... Un peu narcissique quelque part. Il y a quelque chose à cette idée-là, peut-être. C'est toujours narcissique quand on pense à ce qu'on est. Nous sommes tous narcissiques. Pour en revenir à votre roman, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous parlez aussi de notre monde, avec une certaine ironie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je pourrais qualifier à la fois de douce et amère, par exemple. J'ai trouvé très drôle ce que vous écrivez. Même les vacances me stressaient avec leur devoir de bonheur et de détente. C'est stressant, les vacances ? Oh, souvent, hein, se préparer. Moi, j'aime pas préparer les sacs pour partir. C'est une chose que je déteste. Oui, il y a toujours un élément que, comme on veut vraiment s'échapper du monde du travail, il faut que ce soit réussi. Il y a une exigence quelque part. Il y a une exigence. On a tellement envie d'aimer et souvent les vacances ne sont pas assez longues. On arrive au bout des vacances, on est juste assez détendu pour commencer à apprécier des vacances qui sont déjà terminées. Donc, il faut retourner sur le chemin du travail. Oui. Justement, c'est aussi le monde du travail que vous peignez avec une réalité qui est plus dure parfois. C'est des illusions comme la grève, par exemple, quand vous parlez de cet homme-là qui participe donc à une grève et vous dites d'ailleurs la grève, le personnage, la grève me rendait plus présent, on me remarquait. Et puis plus loin...
vous continuez en disant « Ne pas travailler me faisait travailler, m'obligeait à revenir aux détails, à effectuer le décompte d'un temps dont d'habitude j'ignorais le passage. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on se perd, on ne se trouve pas dans cette société. On est tellement dans des routines de travail, le travail où on ne se pose pas tellement de questions. Donc déjà, faire une grève, comme il dit, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de marquant. Lui, il y croit, sans y croire, il est un peu désabusé. Parce qu'après il dit ce n'était pas moi, il conclut comme ça. Oui, la grève, il y a 3-4 moments qui lui fait basculer dans le livre, et la grève c'est un de ces premiers moments où il est obligé de réfléchir, et là, c'est dans les... Il y a les cerises, il y a le ton de cerises, une autre chanson qui vient dans le livre à ce moment-là. Et après, avec les fraises, dans les après-grèves, il y a aussi l'attitude par rapport à sa femme et la grève. Et c'est très difficile d'être investi complètement pour lui. Et il se trouve à une distance avec lui-même à ce moment-là, je crois. Et en même temps, cette grève, elle vient, comme vous dites, un peu bousculer son existence. Ouais. Est-ce qu'il commencerait un peu à exister à travers cette grève, quelque part? Sûrement que ça fait partie du processus qui va continuer dans le livre. Oui. Ça, il y a une stage aussi, il fait une formation à un moment qui fait une ouverture vers quelque chose aussi. Donc après la grève, c'est important. Oui. Et à travers le travail, et les jeunes aussi, on voit la découverte du monde du travail avec la fille Camille, à qui on reproche donc de trop s'impliquer dans son travail. Est-ce qu'on peut trop s'impliquer dans son travail? Est-ce que c'est le reflet de notre société? Je trouvais très ironique, parce qu'elle dit ensuite, vous le dites plutôt avec cet humour, avec un humour un petit peu grinçant, et sans aucune ambition de drôlerie, elle explique qu'on lui reproche d'être trop accueillante alors qu'elle accueille à l'accueil, reçoit le public. Oui, quand quelqu'un jeune commence à travailler, il doit sûrement avoir des attentes. On imagine des espoirs, on va croire que ça sera quelque chose, que ça va apporter quelque chose. Et ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours incité à prendre des initiatives, de trop s'investir dans ce qu'on fait. Pas dans un sens personnellement, en tout cas. C'est la désillusion, quelque part. Peut-être. Il y a une part de désillusion. Et justement, quel regard est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous portez sur notre monde, et en particulier sur le monde du travail? J'ai fait beaucoup de travail, j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé en administration, j'ai vu mes parents, comment ils ont été traités par le monde du travail aussi. J'ai vu ma mère rentrer en larmes des fois à cause de son travail. J'ai vu mon père interdire des choses par son employeur, des choses très banales, mais que l'employeur se permettait de s'imposer. Donc oui, j'ai un regard assez cynique, assez désabusé pour le monde du travail. Presque cynique, presque. On sent que c'est quelque chose en tout cas que vous connaissez, et c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où on tombe un peu dans la désillusion. C'est pas forcément une réalisation. Est-ce que je peux, Derek, vous demander de lire un passage de votre roman? Oui. Bon, je vais lire justement un passage, c'est dans la section fraises. Il n'y a pas de fraises dans cet extrait, mais c'est là où la fille du personnage, on parle d'elle et sa découverte du monde du travail. Alors, ce n'était pas fait exprès. C'est justement dans l'après-grève. On vous écoute. Camille, elle, a du mal à s'adapter au travail. Elle s'y implique trop, prend tout personnellement. Elle ne sait pas ce qu'elle attend précisément, mais elle imagine une différence, une vraie coupure. Ses attentes
sont excessifs. Elle traverse un seuil, entre de plein droit dans le monde adulte, et elle retrouve l'école, le lycée, le collège. Sauf que tout le monde est plus vieux, se prend plus au sérieux, se croit plus important, mais a moins d'espace pour s'exprimer. C'est une question d'assurance, la sienne intime, puis d'assurer dans son nouveau rôle professionnel, qu'elle joue justement dans une agence d'assurance. Facile jeu de mots qui ne la fait plus sourire. Sans aucune ambition de drôlerie, elle explique qu'on lui reproche d'être trop accueillante, alors qu'elle travaille à l'accueil, reçoit le public. Si mamie et papy, perdus dans le papier, qui vient pour une multitude de raisons, mais souvent plutôt pour parler. Il la touche plus que de raisons. La responsable lui dit que les clients ne sont pas minutés inflexiblement, mais qu'elle ne doit quand même pas perdre son temps. Qui pose les questions, dépose le papier, règle ce qui est réglé, c'est tout. Ils sont assurés, voilà l'important. Le reste ne la concerne pas. Assurer l'accueil, son rite de passage. C'est triste, ils ne comprennent pas. J'imagine si c'était m'aimer. Mais ma pauvre, il va falloir s'y habituer. C'est ça le travail. On ne peut pas le faire à sa guise. Il faut faire ce qu'on te demande. Sa mère l'encourage avec le sourire entendu d'une adulte expérimentée. Merci Derek pour ce passage très touchant, justement, la deuxième partie sur les papiers et les mamies qui viennent déposer leurs papiers. Notre émission arrive presque à sa fin et on va un peu parler de vos projets. Je crois que vous revenez d'une résidence et il y a peut-être un manuscrit. Oui, je rentre d'une résidence à la maison Julien Gracq où j'ai passé 4 semaines. Et oui, j'ai terminé un manuscrit. Ah, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'espère que ce sera une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Et donc, comment s'est passée cette résidence? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Mais les résidences aussi, c'est... Comment ça se passe, oui? On est accueillis, on a un petit appartement, on a un bureau, j'avais un très beau bureau pour travailler, on n'a rien d'autre à faire, c'est assez étrange, mais on s'adapte très bien, je trouve. On s'adapte très vite, c'est ça. On peut pas écrire tout le temps, donc j'ai lu pas mal, j'ai marché, et aussi dans les résidences, ce qui est intéressant, ce sont des rencontres des autres résidents, on découvre des choses qu'on n'aura peut-être pas découvert. Oui, parce qu'il y a d'autres auteurs, c'est ça. D'autres auteurs, voilà, il y avait une artiste, il y avait un couple d'écrivains d'Inde, donc une romancière qui écrit en hindi. Donc c'était très intéressant de parler de nos approches, nos problèmes, nos façons de travailler. Donc c'est très riche comme expérience. Très belle expérience. Donc. Notre émission Confidence pour Confidence, donc, cette fois-ci, est terminée. Merci à tous nos auditeurs et je remercie également Derek Moon d'avoir accepté mon invitation donc, pour son dernier roman Vanité ou fruits aux éditions Lire des Marges. Vous retrouverez l'émission sur Facebook. Si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU. Merci à vous.